Et on va faire une recherche. Voilà, je vais taper par exemple Leaves. On pourrait taper autre chose, tiens. Voyons un peu. Si on a. On va essayer de tomber sur autre chose. Ah oui, ça peut être bien aussi, ça. Changeons un peu. On va taper Candy. Bon. J'ai pas tapé public domaine entre guillemets après. Et je vois cette image-là. Wikipédia. C'est forcément du domaine public en fait. Toutes les images qui sont sur Wikipédia ou Wikimedia, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, vous avez le droit de l'utiliser comme vous voulez. C'est pas du domaine public. C'est du domaine public, je veux dire. Vous avez le droit d'utiliser comme vous voulez tout ce qui est sur Wikipédia, Wikimedia, c'est du domaine public. Par contre, attention quand même à quelque chose. Si ce sont des images de personnages, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez, les transformer en zombies ou quoi, parce qu'il y a un autre droit qui s'applique, c'est ce qu'on appelle le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est-à-dire que même sur des images que vous avez le droit d'utiliser parce qu'elles sont du domaine public, si vous faites des choses dégradantes sur les personnes qui sont montrées, elles auront le droit de râler et de vous faire supprimer l'image, détruire vos publications et demander des compensations. Donc sachez-le, même dans les images du domaine public, vous ne pouvez pas prendre des photos de n'importe qui et faire n'importe quoi avec. Le genre des œuvres d'art. Alors, les œuvres d'art, c'est particulier parce que il y en a plein qui sont dans le domaine public, mais la photo n'est pas dans le domaine public. La photo de l'œuvre a été faite par un photographe, c'est le boulot d'un photographe et elle n'est pas dans le domaine public. Donc ça, c'est particulier. Les œuvres d'art, il faut voir si c'est vous qui faites la photo ou pas. Bien, ben écoutez, on va tester avec éventuellement. Que je vois un peu. Ça va peut-être être un peu. Oui, non, on va faire comme ça éventuellement. Oui, on va faire comme ça pour commencer. On va prendre celle-là. Donc, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Afficher l'image. J'ai une petite loupe. Tellement l'image est grande, elle ne s'affiche pas en grand, tellement elle contient de pixels. Elle ne s'affiche pas en entier dans mon navigateur web. Donc j'ai une petite loupe qui me permet de zoomer. Au moment où vous téléchargez l'image, ça n'a aucune importance qu'on soit zoom avant ou zoom arrière. Ça va de façon télécharger toute l'image. Je fais clic droit, enregistrer l'image sous, et je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Voilà. Et je vais l'ouvrir dans Photoshop. Alors c'est vrai qu'on peut faire du navigateur web vers Photoshop, on peut faire un copier-coller, ça marche. Mais je ne vous le conseille pas, je vous conseille plutôt de passer par un fichier que vous mettez sur le disque dur. C'est vraiment quand on est pressé qu'on va faire par copier-coller entre le navigateur web et Photoshop. Bien. Donc on retrouve notre image dans Photoshop. Si je double-clique sur l'icône de la loupe dans la palette des outils, je vois l'image à l'échelle 100%. Barre d'espacement, je peux la faire voyager et là je vérifie la qualité de l'image. Si je veux la voir en entier le plus grand possible sur l'écran, c'est le double-clic sur la main. C'est ce qu'on appelle la taille écran. Donc double-clic sur la loupe, double-clic sur la main. C'est deux choses qui permettent de rapidement traiter les images dans Photoshop. Ok, ça marche. Alors, vous voyez que l'image passe ici visiblement sous les palettes de droite. Donc vous avez une solution, c'est la touche tabulation sur le clavier pour vous débarrasser des palettes et voir l'image vraiment en entier. Touche tabulation, vous voyez.
Si j'enfonce la touche tabulation plusieurs fois de suite, vous voyez, c'est la touche qui est juste à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. La touche tabulation permet d'escamoter les palettes. Si vous faites majuscule tabulation, donc pas verrouillage majuscule, mais majuscule tabulation, vous avez les palettes de droite seulement qui s'escamotent. Pas la palette des options au-dessus, pas la palette des outils. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent dans Photoshop pour récupérer de la place sur l'écran, escamoter les palettes temporairement. Donc je vous montre sur mon petit clavier parce que c'est pas toujours évident. Si vous enfoncez la touche majuscule, vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Donc touche majuscule, la gardez enfoncée, enfoncez brièvement en tabulation. Et vous avez l'escamotage des palettes de droite. Et là, vous voyez vraiment votre image en entier. Si vous avez double-cliqué sur la main juste avant dans la palette des outils. Voilà. Alors, on a donc une image qui est quand même assez précise. 3000 pixels sur 2300. Vous pouvez le voir si vous allez dans le menu Images, taille de l'image. Dans le menu Images, taille de l'image, vous avez les dimensions en pixels. 3000 pixels sur 2300. Donc c'est super précis. Bon, enfin l'image n'est pas géniale quand même, elle a quand même un peu de flou, donc elle a beaucoup de pixels, mais elle pourrait être plus nette que ça. Au niveau de la mise au point, l'appareil photo qui a pris la photo, là, il n'était pas nickel. Vous voyez ça dans Image, taille de l'image? C'est une autre manière de faire. Tout à l'heure, nous avions cliqué en bas à gauche de la fenêtre pour voir ça, mais maintenant on le voit ici. Et alors vous avez les dimensions en centimètres et la résolution. Et donc encore une fois, on ne s'en occupe pas, parce que ça concerne ceux qui impriment. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de pixels. C'est ce qu'on appelle en fait la définition de l'image. La définition de l'image, c'est quelle est la quantité de pixels qui définit l'image, qui crée les éléments dans l'image. C'est la définition. Et la résolution, c'est le nombre de pixels qui sera utilisé sur une distance d'1 pouce quand j'imprime l'image sur le papier. Souvent, vous allez entendre qu'on confond en infographie. Plutôt que de dire que l'image a une bonne définition, on va dire qu'elle a une bonne résolution. Bon, mais c'est une petite erreur, mais enfin bon, il faut le savoir, quoi. Ok, alors est-ce que c'est une image au raccord? Ben non, clairement, ça ne va pas marcher. Bon, vous voulez qu'on fasse un petit test? Oui, on va faire un petit test. On va l'envoyer tel quel, tiens, dans la palette des motifs. Édition, utiliser comme motif. Ou alors, non, on va faire autre chose. Pour vérifier... Oui. Non, j'allais dire on va exporter vers une page web, c'est très facile, mais vu que l'image est très grande, ça va nous poser un problème. Donc on va faire plutôt édition utilisée comme motif. Édition utilisée comme motif. Voilà. Et puis on va faire une image beaucoup plus grande que ça. Par exemple, 8000 sur 8000 par exemple. Ou 9000 sur 9000. Pour pouvoir répéter plusieurs fois le motif. Alors, fichier nouveau. 9000 pixels sur 9000. Nous sommes quand même déjà à 230 mégas d'image. Et on va remplir. Édition, remplir avec motif. Lequel, le dernier. OK. Et voilà. Et donc là, clairement, nous avons un problème. Les raccords se voient. OK? Donc pas bon ça. Bon. Je ferme l'image ici sans l'enregistrer. C'était juste un test pour vérifier en effet que l'image est inutilisable telle qu'elle pour faire un motif. Alors, l'astuce, ça va consister à extraire de cette image différents éléments, donc différents bonbons. On va les extraire
et on va aller les placer sur les raccords. Donc je suis revenu sur mon image originale ici. Donc l'image remplie, l'image de 9000 pixels sur 9000, je l'ai fermée, on s'en occupe plus, je suis sur mon image originale. Et on va faire des sélections rapides avec un outil foireux, mais pour commencer c'est pas mal. Le lasso. Donc vous pouvez prendre le lasso. Franchement, si je devais faire ça sérieusement, je prendrais plutôt la plume, les courbes de Bézier, mais c'est un peu compliqué, tout le monde ne maîtrise pas. Donc on va faire ça au lasso. Donc parmi les lassos, je prends le lasso libre, pas le polygonal, pas le magnétique, le lasso libre. Et je vais zoomer. Je vais décider par exemple d'extraire ce bonbon-ci, d'en faire une copie sur un niveau supérieur, sur un calque supérieur. Évidemment, je ne vais pas prendre des bonbons qui sont cachés par d'autres. Je prends ceux qui sont tout au-dessus, ceux qui sont entiers. Donc voilà, vous allez pouvoir avec le lasso entourer comme ça. Vraiment, c'est un travail pour H. Pour commencer, c'est bien. Si vous faites une erreur, c'est pas grave. Parce que vous avez la possibilité d'enfoncer ensuite, une fois qu'une sélection est faite, d'enfoncer la touche majuscule. Et vous voyez qu'il y a un signe plus qui apparaît, qui va vous permettre d'ajouter des choses. Ou alors vous avez la touche Alt pour enlever les choses. Donc on a majuscule pour ajouter, Alt pour enlever. Ok, je vais dire que comme ça c'est bon. Alors ne le faites que pour un des bonbons, parce que pour les deux bonbons suivants, je vais vous montrer deux techniques différentes. On va y aller progressivement. Donc, pour répondre à la question... Ah oui, attention, le Alt, c'est avec l'outil lasso. Parce que si vous êtes avec l'outil déplacement et que vous faites un Alt, en effet, ça fait une copie. C'est pas bon, ça. Donc, on va en arrière dans ce cas-là. CTRL Z. Ou CTRL Alt Z pour aller plusieurs fois en arrière. Ok. Bon. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous êtes un peu perdu, là, c'est faire menu fichier, version précédente. Comme ça, vous rechargez le fichier tel qu'il est sur le disque dur. Et alors, on me posait la question, tiens, est-ce qu'on peut le faire en plusieurs fois? Ben oui. Si je prends le lasso et que j'entoure ici une partie, moi, je peux commencer par là. Puis, avec la touche majuscule, je peux aller ajouter d'autres parties. J'ai un problème de magnétisme parce que ça me reproche qu'une petite. Donc voilà, rien n'interdit de le faire en plusieurs fois, mais il faut utiliser la touche majuscule pour ajouter. Et donc la touche Alt, ce sera pour enlever. Donc toujours majuscule ici pour ajouter dans mon cas. Pas oublier d'englober. C'est ça qu'il y en a certains qui oublient, c'est qu'il ne suffit pas d'enfoncer la touche majuscule et faire le bord de l'objet, mais il faut aussi retourner à l'intérieur et englober comme ça. Voilà, ici j'enfonce la touche Alt pour enlever un peu. Donc sachez-le, le lasso est vraiment un outil de débutant, c'est foireux, parce que c'est pas précis. Ici on l'utilise pour aller plus vite, parce que des techniques de sélection plus pro prennent du temps pour apprendre. Donc clairement, dans une boîte, si on voit quelqu'un qui travaille dans Photoshop au lasso, on se dit qu'il n'est pas très loin dans l'apprentissage en fait. Je le précise parce que il y a des outils comme ça qui sont vraiment destinés aux gens qui font du Photoshop le dimanche pour s'amuser en fait. La baguette magique, le lasso, ce sont des choses typiquement foireuses. Mais faciles. Bien. Et donc, j'en ai vu certains qui ont pris l'outil de déplacement et qui ont déplacé. J'annule. Déplacer en enfonçant la touche Alt. Ben, ça ne laisse pas de trou, ça fait une copie. J'annule. Donc, il faut annuler que si vous avez fait ça. Si vous avez déplacé l'objet, il faut annuler. Et pour annuler plusieurs fois dans Photoshop, pour aller plusieurs fois en arrière, il faut faire CTRL ALT Z.
Il ne suffit pas de faire CTRL-Z plusieurs fois, parce que là, ça annule, ça rétablit, ça annule, ça rétablit. C'est CTRL-ALT-Z pour aller plusieurs fois en arrière dans Photoshop. C'est ce que vous avez dans le menu édition. En phase de aller en arrière, il y a le raccourci clavier qui est indiqué. Bon, ici, je suis sur un Mac, c'est Alt-Commande-Z, mais sur le PC, ce sera Alt-CTRL-Z. Et pour aller en avant, c'est majuscule CTRL-Z. Donc comme ça, vous voyagez dans ce que vous avez fait. Vous allez en arrière plusieurs fois, Alt-CTRL-Z, et vous revenez, majuscule CTRL-Z pour revenir en avant. Bon, donc ça c'est ce qu'on appelle une sélection en défilé de fourmis. En anglais, les marching ants. Bon, il y a des formateurs pas sympas qui disent aux stagiaires de zoomer pour voir les fourmis. Je vous ferai pas le coup. D'autant plus que parfois c'est assez effrayant quand les stagiaires arrivent à voir les fourmis. Là, c'est là qu'on se dit qu'on n'aurait pas dû jouer avec eux. Bon, je rigole. Ok, eh bien, donc ce qui m'intéresse, une fois que j'ai ma sélection sur le bonbon, bon, si vous n'avez pas fait une sélection parfaite, c'est pas grave, hein, ça va quand même fonctionner. Du moment qu'il est à peu près sélectionné, pour la suite, vous arriverez à suivre. Ce qui m'intéresse, c'est donc d'envoyer sur un calque une copie du bonbon. Donc, je vous rappelle que nous sommes sur une image qui actuellement n'a qu'un seul calque, un niveau de construction unique, logique. Hein. Ce n'est pas encore un travail complexe. Et je vais dire à Photoshop, tiens, ce qui est actuellement sélectionné, je veux envoyer une copie sur un calque. Et pour faire ça, il y a plusieurs solutions, en voilà une. Menu calque, nouveau, calque par copier. Donc il y en a beaucoup qui utilisent ça et qui font le raccourci clavier CTRL-J. C'est menu calque, nouveau, calque par copier. Bon, la sélection n'est plus là. Et qu'est-ce que je vois ici? J'ai, sur un nouveau calque, uniquement une copie du bonbon qui était sélectionnée. Et là, si je veux, avec l'outil de déplacement, je peux le déplacer. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais quand même faire CTRL-Z pour le remettre au même endroit. Je n'ai pas besoin de déplacer pour l'instant. Ok. Là, pour ceux qui se posent des questions, j'ai juste agrandi les vignettes en allant dans le menu de la palette des calques jusqu'à options de panneaux. J'ai demandé d'avoir des grandes vignettes à la place des moyennes. C'est juste pour avoir des vignettes plus grandes dans la palette des calques. Bon, alors je vais sélectionner un autre bonbon. Donc je vais en prendre un. Donc le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Je vais en prendre un qui a une forme différente. Hein. Tant qu'à faire, j'en vois un là qui est vu sous un autre angle et qui me paraît intéressant. Donc je vais rapidement faire une sélection au lasso dessus. Alors attention, ce bonbon que je vais détourer n'est pas sur le calque sur lequel je suis en train de travailler. Mais pour faire la sélection, ce n'est pas grave. Ce sera juste ennuyeux si j'essaye de faire un nouveau calque par copier parce qu'il me dira que la zone sélectionnée est vide. Mais le temps que je fasse la sélection, c'est pas grave que le calque sur lequel je suis en train de travailler ne contienne pas l'élément que je vais détourer. Donc je prends le lasso et je vais détourer rapidement ce bonbon. Voilà. Et la différence par rapport à ce qu'on a fait avant, parce qu'évidemment, il faut apporter de nouvelles choses pour apprendre Photoshop. La différence, c'est que ici, je vais pouvoir retoucher, non pas avec la touche majuscule et la touche Alt, comme on a fait avant, mais je vais retoucher au pinceau. Et pour pouvoir retoucher cette sélection au pinceau, il faut qu'elle soit sous forme de pixels, parce que là, c'est les défilés de fourmis. Et alors, c'est là qu'on a un outil intéressant qui entre en jeu, c'est le Quick Mask.
le Quick Mask, qu'on enclenche souvent par erreur parce qu'il suffit d'enfoncer la touche Q sur le clavier et ça s'enclenche, puisque vous voyez que l'infobulle m'indique que le raccourci clavier c'est la touche Q. Donc si on fait ça par erreur, on enfonce la touche Q sur le clavier, on est en mode Quick Mask et on ne sait plus dessiner dans Photoshop, on ne comprend pas pourquoi, surtout quand on est débutant. Mais ici, on sait ce qu'on fait. Donc soit j'enfonce la touche Q sur le clavier, soit j'enclenche le Quick Mask après avoir fait la sélection et elle apparaît sous forme de pixels. Bon, j'attends un peu que vous ayez réussi à faire la sélection et vous enclenchez le Quick Mask. Et quand tout le monde y est, on continue. Et donc voilà, la sélection en pointillé n'est plus là parce que maintenant elle apparaît sous forme de pixels. Et je vais pouvoir dessiner. Sauf que c'est totalement foireux parce que ma sélection en pointillé, elle n'est plus là. Je veux dire, les pixels, ils sont rouges en fait. Photoshop me montre ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas, sous forme de pixels en rouge transparent, et comme mon image est pleine de rouge, ben, je vois rien du tout. En fait, on va changer la manière dont les pixels sont affichés, les pixels qui me montrent ce qui est sélectionné et ce qui n'est pas sélectionné. Donc pour ça, on va double-cliquer sur le Quick Mask. En fonction de l'image qu'on a, il faut aller changer la couleur ici. Donc, cas typique d'une image rougeâtre, ben, le rouge, pour me montrer ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas, ça ne convient pas. Donc, une fois que vous avez double-cliqué sur le Quick Mask, vous allez cliquer sur la couleur ici, et ça ouvre le sélecteur de couleurs de Photoshop. Et Photoshop est sympa, il vous indique que vous n'êtes pas en train de sélectionner une couleur pour dessiner avec, mais que vous êtes en train de sélectionner une couleur, c'est la couleur du mode masque. Donc, le sélecteur de couleurs, il faut qu'il soit avec le bouton T enclenché. Avec le bouton T enclenché, c'est la manière la plus habituelle de l'utiliser. Ça veut dire quoi ces boutons? Ça veut dire qu'on décide qu'est-ce qui est montré dans la réglette verticale ici. Eh bien, dans ce cas-ci, c'est la teinte. Ça veut dire que les deux autres facteurs pour la couleur, la saturation et la luminosité, sont dans le grand carré. Vous pouvez tester, si vous faites S, la saturation est dans la réglette verticale et la teinte et la luminosité sont dans le grand carré ici. Luminosité, c'est la luminosité qui est dans la réglette verticale et la teinte et la saturation dans le grand carré. Donc franchement, la manière la plus habituelle d'utiliser le sélecteur de couleurs, c'est avec le bouton T enclenché. Donc la réglette verticale me montre la teinte. Il s'agit d'une roue chromatique. On a les 360 degrés. Si on change ici, en cliquant et en bougeant, on a des degrés ici et on en a 360. Voilà. C'est pour ça qu'on commence par du rouge, on termine par du rouge. En fait, c'est une roue chromatique, mais montrée sous la forme d'une réglette verticale. Je sais que ce n'est peut-être pas toujours évident pour tout le monde ce qu'est une roue chromatique, donc je vais rapidement montrer une roue chromatique ici. Voilà. Ceux qui ont fait du dessin, c'est évident, mais ceux qui n'en ont pas fait, voilà donc une roue chromatique, très utile quand on fait de l'art. Et voilà. Donc, ce que je vais faire ici, c'est simplement aller, plutôt que d'avoir du rouge à la place du rouge, la couleur active actuellement pour le masque, à la place du rouge, je vais choisir ici du vert. Je peux même choisir une teinte de vert différente. Je ne vais pas aller vers du vert très foncé quand même. Hein. On va peut-être un peu désaturer le vert en modifiant la position de la pastille ici. Donc, vers le bas, moins lumineux, vers la gauche, moins saturé. Donc voilà un vert, je clique sur OK. Voilà donc la couleur du masque. Vous allez garder ici l'option zone masquée, en général c'est ce qu'on fait. Pour le masque, donc ça c'est la boîte qu'on a obtenue en double-cliquant sur le Quick Mask. Pour cette boîte-là, zone masquée, c'est bien. OK. J'enclenche le Quick Mask et voilà, c'est quand même plus clair que tout à l'heure. Normalement, là, on doit voir clairement qu'est-ce qui est sélectionné. C'est ça. Et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ce qui apparaît en vert ici. Et là, je vais donc reprendre le pinceau et retoucher la sélection au pinceau. C'est le but de l'afficher sous forme de pixels avec le Quick Mask. C'est de pouvoir la retoucher au pinceau. Donc vous avez plusieurs pinceaux dans Photoshop. On va prendre le pinceau tout à fait normal qui est celui-là. OK. Alors, je vais vous dire tout de suite quel est le raccourci clavier pour modifier la dimension du pinceau et la dureté. Mais une première chose à dire, c'est que si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée sur le clavier,
vous n'aurez pas la forme du pinceau qui va apparaître, vous aurez une croix comme ceci. Ça peut parfois être intéressant, mais en général, quand on fait un travail au pinceau, on aime bien voir la dimension de la brosse. Donc la touche verrouillage majuscule, vous la désenclenchez sur le clavier et ça va vous afficher la forme de la brosse comme ceci. Pour modifier la dimension de la brosse et la dureté, alors, donc pour modifier la dimension de la brosse, vous allez devoir, avec le bouton droit de la souris, puisque vous êtes sur un PC, vous allez devoir enfoncer les touches CTRL-ALT et cliquer sur le bouton droit de la souris. Et là, en ayant les touches CTRL-ALT enfoncées sur le clavier et en cliquant avec le bouton droit de la souris, vous avez la possibilité, en bougeant de gauche à droite, de modifier le diamètre et en bougeant de haut en bas, de modifier la dureté. Donc c'est le flou du bord de la brosse. Donc dans ce cas-ci, vu que le bonbon est net, on a intérêt à avoir une brosse avec une dureté de 100%. Plutôt nette donc. Hein. Donc je répète, vous enfoncez les touches CTRL-ALT et vous faites clic droit de la souris et vous bougez de gauche à droite pour le diamètre et de haut en bas pour la dureté. Alors sur un Mac, si vous êtes un jour sur un Mac, ce sera le bouton gauche de la souris pour arriver à faire ça. Voilà, donc modifier le diamètre et la dureté de la brosse. Et on va dessiner en noir et en blanc. Donc c'est-à-dire que actuellement, ce qui sera sélectionné quand je vais quitter le mode Quick Mask, c'est ce qui apparaît transparent. On voit l'objet. Ce qui ne sera pas sélectionné, ça apparaît en vert. Juste une question pour les maths, c'est quoi la... Donc ce qui apparaît vert transparent ici, c'est ce qui ne sera pas sélectionné. Et donc c'est assez simple. J'ai actuellement du noir dans la case de premier plan de la palette des outils. Du blanc dans la case d'arrière-plan, on est d'accord. Hein? Si vous n'avez pas ça, il suffit de cliquer à cet endroit-ci pour les remettre à 0. Donc j'ai du noir dans la case de premier plan, du blanc dans la case d'arrière-plan. J'ai le petit outil ici, le bouton, si je veux réinitialiser, si vous n'avez pas du blanc et du noir, comme ça, comme chez moi. Avec le noir, je vais dessiner là où ça ne devra pas sélectionner, c'est-à-dire que je vais par l'extérieur ici. Alors, j'y vais avec une brosse pas trop petite quand même, sinon ça va me prendre beaucoup de temps. Ok. Ce qui est intéressant ici, ce serait de voir comment faire une droite. Regardez bien comment faire une droite dans Photoshop avec l'outil pinceau. Je clique à une extrémité, puis sans enfoncer le bouton de la souris, je vais à l'autre extrémité et je fais majuscule clic et ça fait une droite. Donc ça peut être intéressant quand vous avez affaire à des objets évidemment qui ont des droites. Clic, majuscule clic. Bien. Et alors, il y a d'autres endroits où je dois dessiner en blanc pour dire que l'objet sera sélectionné. Et là, je vais cliquer sur la double flèche ici pour mettre le blanc, la couleur qui est utilisée par le pinceau, la mettre en premier plan. Et voilà, je dessine. Là aussi, je pourrais faire une droite si je veux. Clic, majuscule clic. Donc pour inverser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, la double flèche ici, ou alors, j'allais vous en parler maintenant, la touche X, on enfonce la touche X et ça inverse. Comme on est souvent amené à inverser pendant qu'on dessine, là, c'est intéressant de le faire. Et donc voilà, vous zoomez, vous faites des panoramas comme nécessaire. Il ne faut pas travailler l'objet en petit affiché sur l'écran, zoomez bien et dessinez en blanc et en noir, à l'intérieur, à l'extérieur. Et vous êtes donc en train de retoucher la sélection d'une manière plus sympa que le lasso plus et moins. Ça va être plus précis en fait. Donc n'hésitez pas à faire des CTRL-Z si vous vous gourrez. Ok. Je reviens au mode d'affichage de sélection par pointillé en cliquant sur le Quick Mask.
et je vois ma sélection. Vous voyez que normalement, vous devriez obtenir quelque chose de plus propre que la première sélection que vous avez faite tout à l'heure. Donc on peut se servir du lasso pour faire une première sélection rapide, un peu foireuse, et on va l'améliorer après avec le Quick Mask. Et il faut penser évidemment à afficher le Quick Mask avec une couleur qui permet de voir ce qu'on fait. Le rouge ne convenait pas tout à l'heure. Bon, alors les techniques de sélection dans Photoshop, il y en a énormément. C'est vraiment un énorme chapitre. Par exemple, si je considère que Photoshop est un livre, le chapitre sur les sélections va prendre au moins le tiers du livre. Parce que c'est vraiment la base du trucage photo, du photomontage, arriver à sélectionner, à cibler sur quoi on travaille. Et alors des techniques de sélection, vous allez en avoir plein en fonction des cas de figure. Si je veux faire une sélection sur un arbre, je vais utiliser une certaine technique de sélection qui va m'automatiser la sélection des branches. Même chose pour les cheveux. Si je veux faire une sélection sur la carrosserie d'une voiture qui est en couleur et le reste de la voiture n'est pas de la même couleur, hein, parce que si c'est une voiture grise avec des chromes, ben bon, elle est entièrement grise, la carrosserie et les chromes. Mais si je veux faire une sélection uniquement sur la couleur d'une voiture en couleur, je vais utiliser une certaine technique de sélection. Donc des techniques de sélection, il y en a plein, et c'est vraiment très très intéressant, c'est vraiment un grand chemin parcouru si vous les maîtrisez. Bien, donc je suppose qu'à un certain moment vous êtes repassé en affichage de sélection par pointillé, donc en cliquant sur le masque ici. Et on va pouvoir envoyer une copie du bonbon sur un calque, comme on l'a fait précédemment pour l'autre bonbon, mais il avait été sélectionné un peu foireusement juste avec le lasso, celui-ci est mieux sélectionné. Et alors ce que je vous disais, c'est que si vous restez sur ce calque-là, ça va foirer. Si vous demandez menu calque, nouveau calque par copier, Photoshop vous dit que c'est impossible parce que la zone sélectionnée est vide. Et donc, en fait, il faut enclencher le bon calque qui contient vraiment le bonbon que je sélectionnais. Menu calque, nouveau, calque par copier, et voilà, il est sur un autre calque. Et donc, à un certain moment, tous ces bonbons que j'extrais vont me servir à maquiller les raccords. Je vais les replacer sur les raccords pour donner l'impression que c'est une image sans raccord visible. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de temps en temps, pendant que vous êtes en train de faire un travail, enregistrer. Alors, je fais fichier enregistré sous, ou fichier enregistré, dans ce cas-ci, ça m'afficherait la boîte aussi. Pourquoi? Parce que l'image sur le disque dur est un format JPEG qui ne peut pas contenir de calque. Et j'ai mis des calques. Et donc, Photoshop ne me permet plus de l'enregistrer en JPEG. Vous voyez, c'est pour ça que même si je fais fichier enregistré, qui est censé mettre à jour le fichier sur le disque dur, eh bien, il ne veut pas. Il m'ouvre la boîte d'enregistrer sous. Parce que je suis obligé de l'enregistrer au format Photoshop, parce que j'ai ajouté des calques, quelque chose qui ne peut pas être contenu dans les fichiers JPEG. Ok, et alors je vais ici à la fin du nom, je vous conseille de faire comme ça régulièrement. À la fin du nom, je vais indiquer 01, c'est le numéro de la version. Voilà, que vous soyez dans n'importe quel logiciel, c'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Ben, c'est vrai que ça va prendre de la place sur le disque dur, chaque fois que vous enregistrez, ça va prendre de la place sur votre disque dur, mais au moins, si vous faites une erreur majeure dans le travail, que tout foire à cause d'un mauvais choix créatif, ou une erreur de manipulation, ou le logiciel qui bug et votre fichier devient corrompu, eh bien vous aurez au moins les versions précédentes. Vous n'allez pas tout perdre. Vous n'allez pas tout perdre dans ce cas-là. Vous n'allez pas perdre 5 jours de travail si vous avez enregistré régulièrement sous des noms différents. Ben, chaque fois qu'on a fait une modification majeure dans le travail et qu'on ne voudrait pas perdre la dernière chose qu'on a faite, on ne va pas faire ça tous les 3 minutes, mais peut-être toutes les heures, toutes les 3 heures. Voilà. Et alors, il y a des logiciels comme 3ds Max où l'incrément peut être automatique. Hein. Vous allez pouvoir enclencher l'incrément automatique. Chaque fois que vous allez faire enregistrer, il va vous faire un nouveau fichier avec un nouveau numéro à la fin. Photoshop, pas à ma connaissance, ça n'existe pas. À ma connaissance, parce que
On est parfois surpris qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent et qu'on ne connaît pas encore. Bon, ben, on va voir la troisième manière de faire, c'est-à-dire nous allons entièrement faire la sélection au pinceau, c'est-à-dire qu'on ne va même pas passer par le lasso. Donc le pinceau ne va pas servir ici à améliorer la sélection au lasso, ça va servir complètement à sélectionner. Alors pour faire ça, ben, c'est très simple, il suffit dans la palette des outils ici d'enclencher le Quick Mask et vous avez un masque qui apparaît dans la palette des couches. Ça, on n'en a pas parlé, mais dans la palette des couches, quand le Quick Mask est enclenché, vous avez un masque qui apparaît à la suite des couches qui servent à faire les couleurs dans les images. Donc, les couleurs de cette image sont créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu. C'est ce qu'on voit dans la palette des couches. Quand j'enclenche le Quick Mask, à la suite de rouge, vert, bleu, j'ai un masque qui apparaît. Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle une couche alpha, sauf que c'est juste temporaire. Ça va disparaître dès que je vais sortir du mode Quick Mask. Vérifiez bien que vous êtes dans la palette des couches. Parce que la palette des calques, c'est différent. C'est là où on construit l'image. Ici, je parle vraiment de la palette où les couleurs se créent. Bien. Et donc, je suis en train de travailler sur le masque. Alors, je veux dire que rien n'est sélectionné là-dedans ou... Bon, il y a différentes manières de faire. Prenons la première manière de faire. Je vais dessiner en noir sur un des bonbons. Donc, je choisis un des bonbons. Vous voyez, évidemment, ils se ressemblent un peu tous maintenant. Allez, je vais prendre celui-là. Je vais dessiner au pinceau en noir sur lui. Donc, dans le masque, ben, c'est réglé comme ça. Le noir apparaît vert transparent. Donc, c'est l'intérieur du bonbon que j'ai dessiné. C'est pas l'extérieur. Hein. Voilà. Alors en fait, il y a un truc qui n'est pas toujours évident pour les débutants, c'est que dans Photoshop, il n'y a pas vraiment de recette à appliquer. Ce qu'il faut, c'est arriver à maîtriser les outils, et puis on les combine. C'est un logiciel assez particulier. C'est un logiciel qui est tellement souple au niveau de la combinaison des outils que pour l'apprendre, il faut apprendre séparément les différentes techniques et puis les combiner en fonction des projets qu'on a. Je dis ça parce que je pense que j'aurais pu aussi dessiner le bonbon à l'extérieur et ça aurait tout à fait marché aussi. Vous voyez, c'est vraiment un logiciel où vous êtes assez libre de travailler comme vous voulez. Tant que le résultat est là, évidemment. Donc, si ça ne fonctionne pas, vérifiez que vous êtes bien en train de dessiner avec du noir. Sinon, vous enfoncez la touche X pour avoir du noir dans la case de premier plan. Vérifiez aussi que vous n'auriez pas par hasard une sélection active sur l'image. Dans le menu sélection, ça ne doit pas vous proposer de désélectionner. Si ça vous propose de désélectionner, bah désélectionnez, parce que ça veut dire que vous avez une sélection active sur l'image et vous pouvez travailler que dans cette partie-là du masque. Donc très mauvais. Alors ça arrive souvent dans Photoshop, par exemple avec l'outil de sélection ici, sélection rectangulaire. On va faire une petite sélection comme ça. On fait un coup de souris. Vous voyez, on a une sélection qui est là. Et on essaye de dessiner au pinceau sur le masque, et rien ne se passe parce qu'on ne peut travailler que dans cette zone sélectionnée-là minuscule. Donc ça, sachez-le, c'est un des pièges de Photoshop. Vous allez parfois penser que les outils de dessin ne fonctionnent pas. C'est parce que vous avez une sélection minuscule active sur l'image. Premier réflexe à avoir si vous pensez qu'un outil de dessin ne fonctionne pas alors qu'il devrait fonctionner, allez vérifier dans le menu sélection que ça ne vous proposerait pas par hasard de désélectionner. Dans ce cas-ci, la dureté. Alors, dans ce cas-ci, la dureté, oui, j'ai mis la dureté à 100%. Hein, quand j'ai fait CTRL-ALT et que j'ai modifié ici de haut en bas avec le bouton droit du PC ou le bouton gauche du Mac, j'ai mis la dureté à 100% parce que j'ai supposé dès le départ que les bonbons étaient super nets.
même si réellement dans la photo ils sont un peu flous parce qu'il y avait un problème de mise au point. Bon, ben c'est simple, une fois que j'ai fait ça, je repasse en sélection normale, donc en cliquant sur l'icône du Quick Mask, et je vois mon pointillé qui est là. D'accord? Sauf qu'en fait, il y a un piège. Si je zoome en arrière, je vois que toute l'image est sélectionnée, sauf le bonbon. Ben oui, logique, hein, j'ai dessiné en noir dessus. Tout le reste est resté transparent. Donc en fait, quand j'utilise cette sélection, c'est toute l'image, sauf le bonbon, qui est sélectionné. Ben là, il suffit que je fasse sélection, intervertir, et là, c'est le bonbon qui est sélectionné. J'inverse la sélection, menu sélection, intervertir. Et donc là, je suis censé faire un CTRL-J, pomme J sur le Mac, sauf que, même chose que tout à l'heure, il faut bien penser à activer le calque qui contient les pixels que je veux copier. Actuellement, dans la palette des calques, il n'y a pas de bonbon à cet endroit-là, là où c'est sélectionné, sur ce calque-là. C'est sur ce calque-là qu'il est, le bonbon. Voilà. Donc là, je fais CTRL-J, commande J. Et voilà. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. On a vu, c'était l'occasion de voir 3 techniques de sélection. Et franchement, avec la dernière technique de sélection qu'on a vue, vous arrivez à des résultats tout à fait valables. Même pour des objets complexes qui sont nets à certains endroits et flous à d'autres endroits. Je pense typiquement aux personnages qui ont des cheveux sur la tête de temps en temps. Et ça peut être un peu flou. Vous allez pouvoir gérer les choses comme ça. On pourra faire aussi un travail sur un lion, par exemple, qui est plutôt net un peu partout, mais pas super net. Hein. Il y a quand même des petits poils un peu partout, mais à l'endroit de la crinière, c'est des longs poils. Avec un flou, il faut de la transparence. Si je le transporte vers un autre décor, il faut que l'autre décor apparaisse un peu à travers la crinière du lion. Ah voilà. Rubilite avec TH comme lithographie. Donc voilà. Des techniques traditionnelles de masquage qui existent depuis longtemps, avant que l'infographie n'existe. Et en fait, Photoshop reprend toutes ces techniques, c'est-à-dire que vraiment ça peut aider pour faire de l'infographie de connaître des techniques traditionnelles en graphisme aussi. Vous allez faire le transfert assez facilement. Ok, on va enregistrer donc cette image. On va soigner les raccords. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que quand on utilise cette image de bonbon, les raccords se voient beaucoup moins que tout à l'heure. Alors, on active le calque d'arrière-plan, parce que c'est sur lui qu'on va travailler. Les 3 autres calques, là, ne vont pas vraiment bouger. Le calque d'arrière-plan. Et on va faire quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que on va déplacer les bords de l'image vers le milieu. Et pour ça, on va utiliser le filtre de décalage. Donc, vous avez activé le calque d'arrière-plan dans la palette des calques. On va dans le menu filtre, divers, translation. Oui, ils ont changé le nom. Avant, c'était décalage. Filtre divers, translation. Là, vous avez la case aperçue qui est cochée, ce qui ça va vous permettre de voir directement derrière ce que ça donne. Et vous êtes en option reboucler, c'est excellent, c'est ce qu'il faut. Et vous bougez l'horizontale et la verticale, c'est-à-dire que vous allez déplacer vraiment les bords de l'image. Ça ne marche pas, il va falloir que je déverrouille le calque, désolé. Avant de faire ça, pour que ça marche, je vais devoir déverrouiller le calque d'en dessous, qui actuellement est verrouillé, comme vous le voyez. Bon, donc annuler.
On va déverrouiller le calque d'arrière-plan en double-cliquant sur lui. À ce moment-là, on voit qu'il est indiqué calque 0. Oui, ça veut dire qu'on crée un calque tout à fait normal, non verrouillé. C'est une sécurité chez Adobe, le calque d'arrière-plan est verrouillé. Donc j'ai double-cliqué sur le calque pour le déverrouiller. Je vais dans Filtre divers, Translation. Et là, ça marche. Voilà. Donc on est en train de déplacer. Translation, c'est comment? Et si on met le cadenas à la poubelle, ça marche pas. Donc c'est le double-clic sur le... Tu as essayé de mettre le cadenas à la poubelle? Ouais. Ça a marché? Oui, apparemment, il a disparu. Allez. Donc, Ah super. je sais pas. Ben ça devrait marcher alors, oui. Donc on a un calque tout à fait normal, il n'est pas verrouillé au niveau de sa position. Et d'ailleurs il était totalement verrouillé aussi au niveau de l'opacité. Mais donc là, en allant dans Filtre divers, Translation, on arrive à déplacer les bords de l'image vers l'intérieur. Et donc ce qu'on voit là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure quand on a utilisé l'image pour la répéter plusieurs fois côte à côte. C'est un problème de raccord. Mais vu qu'il est au milieu, maintenant on va pouvoir le travailler, l'améliorer, le maquiller et les raccords. Donc je clique sur OK et c'est bon. Donc il ne faut pas exactement le mettre au milieu, c'est à peu près à l'œil. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a une solution, il suffit de regarder quelle est la dimension de l'image et faire une translation d'une valeur la moitié de la largeur et la moitié de la hauteur. Si on voulait vraiment faire une translation tip-top, que ça tombe au milieu, mais ça n'a pas trop d'importance en fait. Alors donc ça veut dire que dans cette image, les bords sont raccords. Par exemple ici je vois deux bonbons qui passent vers la gauche, ils réapparaissent vers la droite. Je vois un bonbon qui descend vers le bas, ici, il réapparaît vers le haut. Donc les bords de l'image sont au raccord, puisque c'est le milieu de l'image qui a migré, qui s'est déplacé vers les bords maintenant. Bien. Et je dispose de 3 bonbons ici que je vais pouvoir placer. Par exemple, je prends un des calques et avec l'outil de déplacement, je déplace. Oh super. Il me dit que la couche de destination est masquée. Tiens, le masque est toujours enclenché, c'est bizarre ça. Donc, je vais sortir du mode masque. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, le masque était toujours enclenché chez moi. Donc je sors du mode Quick Mask. Oui, il m'a mis un message bizarre. Pas toujours facile à comprendre. Il me disait, mais la couche de destination est masquée. C'était comme ça, tiens. Voilà. Bon, là, c'est le genre de message un peu obscur. Au début, c'est pas un peu difficile Photoshop à cause de ces messages qui sont pas très explicatifs. Ok. Donc, c'était le Quick Mask qui était enclenché, il ne devait pas l'être. Dans la palette des calques, je travaille sur un des calques des bonbons et je déplace et je vais le mettre... oui, ça c'est le premier qu'on avait fait, il est vraiment foireux au niveau du bord. Hein. Mais bon, je vais le placer de manière à maquiller les raccords. Il est possible que vous ayez l'impression que le déplacement est un peu erratique, ça bouge dans tous les sens. C'est le magnétisme en fait. Ça. Voyons un peu ce qui se passe si on désactive le magnétisme dans le menu affichage. Voilà, c'est plus cool. Dans le menu affichage, vous avez le magnétisme qui était enclenché. Et ça veut dire que l'objet se collait à tout ce qu'il rencontrait. Depuis que le magnétisme est désactivé, quand je le déplace, c'est beaucoup plus souple. Voilà. Je vais activer un autre bonbon, donc j'active un autre calque et je déplace. Voilà, et ça va maquiller les raccords. Encore un autre, et je déplace. Voilà, et on peut les superposer. Hein, le troisième ici, qui est sous celui-ci, hein, c'est un empilement. Le troisième ici, qui est celui parmi les trois qui est au plus bas niveau, forcément, il passe
sous les autres. Ok, ça marche? On arrive à faire ça? Exactement, sur les bords, vous devez ne pas dépasser en fait, hein. C'est-à-dire pour celui-ci, voilà. Il ne faudrait pas faire ça en fait, hein. Sinon ça recrée un problème de raccord. Parce qu'il ne réapparaît pas par la gauche, lui, hein. Donc il faut faire attention sur les bords, il faut pas, il faut aller jusque la limite du possible, voilà. Ok. Et alors maintenant, on va utiliser quelque chose que vous avez découvert par hasard tout à l'heure, alors qu'il ne fallait pas, c'est dupliquer les objets en les déplaçant. Donc dans les logiciels Adobe, pour dupliquer en déplaçant, c'est toujours la touche Alt pendant qu'on déplace, qu'on soit dans Illustrator, InDesign ou n'importe quoi. Et donc avec l'outil de déplacement, j'enfonce la touche Alt et je vais déplacer un des bonbons, et ça fait une copie. Voilà. On est d'accord? J'ai maintenant 4 calques de bonbons. J'ai une copie du calque 2. Alors bien entendu, ils sont orientés de la même manière. Et ça risque de se voir quand on va utiliser le motif. Donc on va le tourner. La copie qui est là. La copie qui est là, on va l'orienter différemment de l'original. Et pour ça, il suffit d'aller dans Édition, Transformation manuelle. Édition, Transformation manuelle. Et ça devrait entourer d'un cadre le bonbon qui est sur le calque. Donc c'est évidemment CTRL-T sur le PC, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent, la transformation manuelle, donc vous pouvez vous souvenir du raccourci clavier CTRL-T. Alors voilà. Si on veut que ça reste à la... Donc en effet, si on veut que les proportions soient gardées quand on modifie la dimension, pendant que je prends une poignée du coin, je dois enfoncer la touche majuscule, lâcher le bouton à souris, puis la touche majuscule, quand c'est terminé. Donc la touche majuscule, je la lâche après le bouton à souris. Et ça, c'est quand on prend des poignées du coin. Bon, mais normalement, pour le travail ici, il n'y a pas besoin de vraiment modifier la dimension, sinon ça va paraître bizarre, parce qu'ils ont tous la même dimension, en fait, hein. Mais bon, pour répondre à la question, oui, en effet, c'est la touche majuscule, pas verrouillage majuscule, la touche majuscule, pendant que je prends une poignée du coin, pour garder les proportions de l'objet. Mais alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de mettre le pointeur en dehors du cadre, de manière à pouvoir tourner. Voilà, j'oriente différemment, puis je repositionne si je veux. Au centre, ici, vous avez une cible, c'est le centre de rotation, en fait. Si vous la déplacez, ne vous étonnez pas que après, quand vous allez tourner, ça va tourner bizarrement autour de la cible. Donc ça n'a aucun intérêt, dans ce cas-ci, de la déplacer la cible, mais parfois on la déplace par erreur. Voilà, après c'est vous qui allez... ah oui, il faut évidemment valider la transformation avec la touche entrée, sinon vous n'allez pas réussir à faire autre chose dans Photoshop, hein. La grosse touche sur le clavier, la touche retour chariot ou la touche entrée, vous validez, ou le petit V qui est là au-dessus quand vous êtes en transformation manuelle. Voilà, le petit V. Voilà, voilà. Donc à partir de là, vous pouvez activer d'autres calques, touche Alt et déplacer, CTRL-T, tourner, positionner ailleurs. Voilà. Valider avec la touche entrée.
Donc la technique qu'on vient de voir, c'est faire des motifs au raccord quand on a affaire à des motifs qui montrent des objets vraiment bien séparés les uns des autres. Ça pourrait être des feuilles d'arbres, ça pourrait être des boules de Noël, n'importe quoi. Voilà la technique. Après, on va avoir une technique qui est plus adaptée aux textures. Des textures qui sont au départ assez unies. Ok. Voilà, j'enregistre. Bien. Il y a juste un truc qui paraît bizarre, c'est qu'il y a certains objets au niveau de la sélection, surtout le premier, il est foireux. Autre chose, il manque sous ces objets une ombre. Ben oui. Si je regarde la plupart des bonbons dans l'image originale, là je vais afficher uniquement le calque d'en dessous en enfonçant la touche Alt et en cliquant sur son œil. C'est un système pour n'afficher rapidement qu'un seul calque. Touche Alt et cliquer sur l'œil dans la palette des calques. Je n'affiche que le calque original. Tous les bonbons du dessus ne sont pas affichés. Vous voyez que les yeux dans la colonne de gauche ne sont plus là. Touche Alt, à nouveau, ça les fait réapparaître. Donc, si je fais ça, c'est pour vous montrer sur l'image originale que sous les bonbons originaux, il y a logiquement une ombre sous eux. Ils font une ombre sous les bonbons d'en dessous. Et tous les bonbons que j'ai rajoutés là, ils n'ont pas d'ombre. Donc, ça peut passer, mais c'est quand même un peu bizarre. On va voir si on peut mettre une ombre sous eux. Bon, alors, pour répondre à ta question, tu as eu l'impression tout à l'heure qu'en appuyant sur une touche, les couleurs sont devenues fort fades, comme si c'était du print. Tu as peut-être enclenché la simulation de la pression. Dans le menu affichage, couleur de l'épreuve, CTRL Y, comme ça. Donc, voilà, c'est ça. Couleur d'épreuve. Donc, c'est une simulation de ce que ça donne à l'impression parce que l'offset n'est pas capable d'imprimer des couleurs aussi vives. Et donc, voilà, c'est ce qui t'est arrivé tout à l'heure. Et comment on fait pour changer ça? On refait CTRL Y? Oui, oui, c'est dans couleur d'épreuve, ça s'enclenche là. Et évidemment, on peut indiquer quelle épreuve on veut, hein, parce qu'il y a plusieurs types d'offset suivant le type de papier qu'on utilise. Donc, voilà, voilà. On peut même simuler d'autres épreuves qui ne sont pas offset. Hein. Des périphériques RVB même. Si je veux voir ce que ça va donner sur une télévision, je vais pouvoir le simuler par là. Mais c'est une autre histoire. Donc ça, c'était pour répondre à ta question. C'est certainement ça que tu avais fait. Bien. Ben voyons un peu pour l'ombre. Donc là, je vais éventuellement n'afficher que le calque d'en dessous. Donc touche Alt et je clique sur l'œil sur le calque d'en dessous. OK. Puis je vais afficher un des bonbons. Donc, pour enlever les yeux en face des autres calques, c'est la touche Alt et cliquer sur l'œil du calque que je veux afficher seul. Puis donc, je vais afficher un autre des bonbons. Je suis en train de travailler sur ce calque de ce bonbon. Si ce n'est pas le cas, je clique sur la vignette pour qu'elle soit en surbrillance comme ça. Et je vais lui mettre un effet spécial d'ombre. Je vais essayer de recréer les ombres, mais elles ne sont pas marquées, mais elles sont quand même là, hein, dans l'image originale. Et pour ça, on a une ombre portée. Menu calque, style de calque, ombre portée. Oui, c'est la même chose que ce qu'on peut obtenir par le bas ici, par les effets spéciaux. D'accord? Donc, parfois, je vais dans les menus, plutôt que d'utiliser les vignettes et les icônes.
Menu calque, style de calque, ombre portée. Sur le calque du bonbon, qui est le seul affiché actuellement, et voilà, et sur lequel je travaille. Alors ça, c'est une des manières de faire des ombres qui est normalement prévue pour quand on fait des affiches, quand on a vraiment quelque chose d'assez plat. On verra comment faire des ombres sous des objets en perspective. C'est super important parce que vous allez remarquer que il est possible de faire des ombres en 3D, évidemment. Mais quand on veut mettre un objet 3D dans une vraie photo, c'est pas toujours évident d'avoir un éclairage qui convient pour éclairer l'objet et qui fait une belle ombre. Vous allez voir que parfois, quand vous mettez un objet 3D dans une photographie réelle, quand votre éclairage sur l'objet est bon, ça l'intègre bien à l'environnement, l'ombre n'est pas bonne. Et si vous modifiez l'éclairage pour que l'ombre soit bonne, il sera plus bon sur l'objet. Donc c'est compliqué. Et donc parfois on a intérêt les ombres à carrément les faire manuellement dans Photoshop, sous les objets, plutôt que d'essayer de les faire en 3D. On va éclairer l'objet en 3D pour bien l'intégrer à la scène, mais l'ombre on va carrément la faire manuellement, et donc on verra une technique pour le faire. Donc sachez-le, la technique qu'on va voir maintenant convient quand on a des objets plats comme ceci, des textures, mais quand on aura des objets en perspective, ce sera vraiment pas le truc à utiliser. Ombre portée. Donc je vais aller modifier la distance. Voilà, distance, la taille, l'orientation. Voilà, l'opacité et la couleur. Parce que là, ça me crée une ombre noire. Hein, j'ai du noir ici. Comment on connaît voilà, l'ombre, la taille. Ah là, c'est à l'œil. Hein. C'est par rapport à ce que j'ai derrière. J'essaye de recréer quelque chose de similaire en fait. Hein. On change pas la couleur de l'ombre? Et si, on va changer la couleur parce que là, elle est noire et ça se voit vraiment, ça choque par rapport au reste. Il faudrait plutôt qu'elle soit rouge. C'est une ombre fort parasitée par la lumière des objets. Donc voilà. On va plutôt essayer de la faire comme ceci, voilà. Il faut jouer avec l'aperçu pour faire des- Ah, absolument, il faut absolument que l'aperçu soit coché là. Non, mais je veux dire, quand on le déclic et quand on le Ah, oui, oui, on oui, voit voilà. ce qu'on a. Voilà, oui, ça se voit. L'opacité un peu trop grande peut-être. Voilà. Bon, on va pas pousser plus loin ici, il ne faut pas être perfectionniste non plus. Ça détache l'objet du reste, il n'y a pas de problème. Ça le pose sur les autres. Bon, si vous avez l'option ici utiliser l'éclairage global qui est coché, ça veut simplement dire que pour tous les objets de cette image, sur les différents calques, l'ombre ira toujours dans ce sens-là, 141 degrés. En fait, souvent, c'est ce qu'on fait parce que c'est logique. La lumière, pour tous les objets de la photo, vient du même sens. Donc si ceci est coché, ça veut dire que quand je modifierai l'angle sur n'importe quel objet, ça se modifiera sur tous les objets. Bon, je clique sur OK. Et qu'est-ce que je vois apparaître ici? Sur le calque, un petit FX avec l'effet spécial qui est là et que je peux désenclencher d'ailleurs. Où est-il? Voilà. On peut mettre l'affichage ou ne pas le mettre. On peut jouer aussi sur le bruit, c'est pas. Le bruit? Oui, sur l'ombre. Il y a aussi un truc qui s'appelle bruit. Oui. C'est quoi? Bah, c'est pour amener du grain en fait. Oui, tu peux essayer. Mets-le à fond, tu verras ce que ça fait. Parce que c'est vrai que la photo a beaucoup de grains ici et que l'ombre n'en a pas. Donc, mais soyons pas trop perfectionnistes ici. Si déjà on arrive à avancer là-dedans. Une fois qu'on a appliqué un effet comme ça, on peut. Alors oui, évidemment, quand on double-clique sur le petit FX ici, Ouais, d'accord. ou sur le nom de l'effet, on arrive directement là. Si tu voyais oui, En fait, en dessous des contours, quand tu peux
Ah oui, oui, oui. Bon, ça, on l'utilisera plutôt pour des chanfreins, des biseaux, ce genre de choses. Là, c'est vraiment les options avancées. Bien. Eh bien, maintenant que mon nombre a l'air correct pour cet objet, ce serait pas mal que je puisse l'appliquer sur d'autres objets. Donc là, il y a plusieurs solutions. Bien. Alors, on va faire ça. Je vais ici afficher un autre bonbon. Vous le voyez sur votre image, vous l'affichez, vous voyez où il est. Il n'a pas encore l'effet spécial d'ombre, mais on va transférer une copie de l'effet spécial ici sur ce calque-là. C'est très simple. Avec la touche Alt enfoncée, je prends le mot effet et je déplace sur le calque, sur la vignette. Et voilà, j'ai une copie qui a été transférée. Et maintenant, donc, ce calque-là a une ombre. Elles sont totalement indépendantes. C'est-à-dire que je pourrais changer la couleur de l'ombre dans l'un par rapport à l'autre. Par contre, l'angle, non, parce qu'on est en éclairage global. L'angle, là, si je le modifie dans n'importe lequel de ces deux ombres, ça va se modifier dans les deux. Logique. Donc ça, c'est une manière de transférer un effet spécial d'un calque à l'autre. C'est simplement la touche Alt et on déplace le mot effet et ça fait une copie. Oui. Si on ne fait pas de la touche Alt, ça déplace l'effet d'un calque à l'autre. Voyez? Ça, c'est sans la touche Alt. Voilà. Donc ça peut se faire aussi. Mais le but ici, c'est que tous les bonbons du dessus aient une ombre. On fait ça avec ça, alors. Non, vous ne faites pas ça à tous parce que ce serait pénible. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est une méthode, mais on va voir maintenant une méthode plus rapide, c'est-à-dire transformer l'effet spécial en un style graphique qu'on va pouvoir rapidement appliquer sur n'importe quel calque. 30 calques en même temps d'un coup, si on veut. Ça devrait marcher. Donc, c'est-à-dire, vous devez avoir un des calques qui possède un effet spécial, il est activé. Celui-là ou celui-là, peu importe. C'est le même, de toute façon. C'est les mêmes paramètres d'ombre. Ensuite, je vais dans le menu Fenêtre. Fenêtre, Style. Voilà, ils étaient là, en fait. Donc, menu Fenêtre, Style tout court. Hein. Voilà. Alors, cette palette des styles, je peux, si je veux, la détacher. On fait comme on veut, en fait. Hein. Si je prends son onglet, cliquer, glisser. Vous voyez ce que ça veut dire, cliquer, glisser? On appuie sur le bouton de la souris et on bouge la souris. Voilà. Donc, j'ai détaché la palette du groupe de palettes de droite, là. On peut agrandir, voilà. OK. Et donc, dans cette palette, j'ai déjà des styles graphiques qui sont là, mais je vais enregistrer le style graphique qui est sur le calque là. Et pour l'enregistrer, je peux aller dans le menu de la palette des styles, demander de faire un nouveau style. Voilà, je vais appeler ça ombre bonbon. Et on voit ici la petite preview, on voit que c'est une ombre qui sera un peu rougeâtre. OK. Là voilà. Il la met. Au départ des effets qui étaient sur le calque, il a créé un style. Donc c'est la même chose que le style de paragraphe ou style de caractère que vous connaissez peut-être dans Word ou d'autres logiciels, c'est-à-dire ça permet, les styles, d'appliquer à plusieurs objets rapidement des paramètres. Alors voyons un peu ce qui se passe si je fais maintenant ceci. Clic, majuscule clic, style, et bien voilà, ça marche. Donc je recommence. Je vais appliquer d'un coup à ces 5 bonbons le style en question. Clic sur le premier calque, majuscule clic sur le dernier. C'est comme des listes de fichiers dans Windows. Ça sélectionne les intermédiaires si je fais majuscule. Et je clique sur le style ici, dans la palette des styles, et ça leur met le style. Voilà. Alors je vais faire la même chose pour
Les autres ici. Ah, le problème, c'est qu'ils ne sont pas affichés, en fait. Voilà. Ils n'étaient pas affichés. Ok. Les autres ici. Clic, majuscule, clic. Le style. Voilà. Ben voilà. Donc ça paraît déjà plus réaliste qu'avant. Voilà. Je vous ai mis juste pour montrer à droite l'image des bonbons sans les ombres et à gauche avec les ombres. Donc ça fait quand même une différence. Ok. Bien, donc ici je vais transformer cette image en un motif. Alors vu qu'il y a plein de calques dans la palette des calques, je vais peut-être repasser par le menu ici, option de panneau. Vous voyez, le menu ici de la palette des calques, option de panneau, pour réduire la taille des vignettes, parce que tout à l'heure je les avais faites grandes pour bien voir, mais quand on a beaucoup de calques, ça devient pénible en fait. Ok, là j'ai une vue d'ensemble sur tout mon montage. Alors la palette des calques, oui, ça devient compliqué quand même, il y a plein de calques, mais on peut simplifier l'aspect en groupant. On peut mettre des calques dans des groupes, ce sont les choses que vous pourrez voir par la suite. Bien, donc je fais édition, utiliser comme motif. C'est tout ce que je vois là qui va servir de motif. Voilà. On ne recentre pas comme il était avant. Ah, il n'y a pas besoin de recentrer, non, non, non. De toute façon, si on recentre, c'est quoi? On va travailler là-dessus Bah oui, ça ou change surtout, rien, ça change rien en fait. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de le recentrer, non. Édition, utiliser comme motif. Non, parfois, on aura besoin de recentrer, mais dans ce cas-ci, non. Ensuite, je vais créer une image, on avait dit une image de, oui, 9000 sur 9000, c'est bien, ok. Et remplir, édition, remplir avec le dernier motif, c'est celui-là. Faites attention, hein, enclenchez bien le dernier que vous avez enregistré, que vous avez mis dans la palette motif. Et voilà. Donc là, on a les bonbons qui se répètent et les raccords ne sont pas visibles. On va faire un petit export pour le web, hein. Comme ça vous allez voir. Donc pas de ceci, hein. On va faire un export pour le web au départ de l'original, enfin je veux dire le motif qui est à la base de tout. Donc pas l'image de 9000 sur 9000 qui me montre le motif, mais l'image originale du motif avec tous les calques là. Comme ça, vous voyez, c'est une des manières de vérifier qu'un motif est valable, c'est de l'envoyer pour le web. Fichier enregistré pour le web. Fichier enregistré pour le web. Voilà. Ensuite, on va choisir de faire un export en PNG 24, qui est la meilleure qualité d'image pour le web. Tout ce qu'on voit dans Photoshop sera visible sur la page web telle qu'elle, sans dégradation. L'image n'est pas statique pour laquelle on... Est-ce que tu as pris la Wii? Ok. Ici, dans le pourcentage de réduction, je peux éventuellement indiquer, on va indiquer 25 par exemple. Oui, 25, ça fait encore beaucoup, 750 sur... Ouais. 15, allez. Ah oui. Bon, finalement, donc, à l'exportation pour le web, je réduis l'image à 450 pixels sur 345 parce que je mets un pourcentage de 15. Oui, parce que sinon, mon image est très grande, hein, 3000 sur 2300. Ça, si je veux voir la répétition sur un écran, ça ne va pas être évident. C'est en GIF qu'on a... Le PNG 24 est la meilleure qualité. C'est quoi la différence
Le 8, c'est comme du GIF, c'est une image grise avec une table des couleurs, donc il n'y a que 256 couleurs maximum. C'est du 8 bits. Voilà. Ok, ok. Et c'est fait ça? Pas de problème? Il n'y a pas grand chose à faire. Un fichier enregistré pour le web. PNG 24. 15% de réduction. Et alors, vous avez un menu ici. Minuscule. Modifier les paramètres de sortie. Voilà. Donc ça, c'est dans le menu ici. Modifier les paramètres de sortie. Et vous allez jusque arrière-plan. Voilà. Et on dit que l'image que je suis en train d'exporter doit devenir un arrière-plan dans la page web. C'est pas une image de la page web. C'est l'arrière-plan de la page web. Les couleurs, de toute façon, seront... peu importe la couleur qui est là, c'est la couleur d'arrière-plan, mais l'image va venir par-dessus. Donc peu importe ce qu'il y a là. Dans ce contexte-ci, hein, si on faisait du web ici, je ne dirais pas la même chose, mais voilà. Et alors, voilà. Je fais... Bon, on peut faire un petit aperçu, pourquoi pas. Voilà. Oui, évidemment, il met un panneau là qui m'ennuie. On va faire enregistrer alors. Enregistrer. Est-ce que ça va jusque là où il y en a qui sont paumés? Donc je répète tout depuis le début. PNG 24, 15% de réduction. Je suis allé dans le menu ici, jusque modifier les paramètres de sortie, et ici, à la rubrique arrière-plan, j'ai dit l'image sert d'arrière-plan. OK. Ensuite, je vais enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Et j'enregistre quoi? HTML et image, c'est important. Parce que pour voir que l'image se répète, j'ai besoin d'une page HTML. Et donc je choisis HTML et image. Donc dans le dossier d'aujourd'hui. Enregistrer. Et voilà, vous avez une page HTML qui va vous montrer l'image qui se répète. Oui, au fait, vous ne devrez pas refaire ça chaque fois que vous exportez pour le web, parce qu'en fait, le paramètre qui est là, dans les paramètres de sortie, il va rester en fait. Photoshop va s'en souvenir pour les images suivantes que vous avez été choisir arrière-plan ici. Donc sachez-le, hein. Tous ces paramètres, il va les garder chaque fois. Maintenant, pour les images suivantes, si vous voulez tester la répétition, vous ne devrez pas dire que c'est du PNG 24, vous ne devrez pas dire que c'est un arrière-plan. Ça, il le garde. Un truc qu'il ne garde pas, c'est le pourcentage de réduction. Alors oui, il va créer des choses que nous allons voir là maintenant. C'est du web. Donc simplement à l'ouverture, il sera déjà comme ça. Alors, où est l'HTML? Ah, il est là, ok. Donc, il me crée une page HTML et dans le dossier image, il y a les ressources. C'est l'image réduite à 15%. Quand je double-clique dessus, ça s'ouvre dans un navigateur web et je vois ce que ça donne. Ça s'ouvre pas dans un navigateur web chez vous? La page HTML? Bah alors faites un clic droit peut-être et demandez forcer à ouvrir ou déplacer ça vers un navigateur web. Par contre, tu disais qu'on avait plein d'images et tout ça, moi j'ai pas ça. Plein d'images? T'as pas dit qu'on avait affiché plein de trucs différents? Non, normalement il n'y a qu'une seule image. Il y en a qui ont eu 6 images, c'est ça? J'ai entendu. Non, non, j'ai eu 6 fichiers. 6 fichiers. Bah, donc il y a le dossier image, on remet le dossier image, et Il y a la page HTML, normalement c'est tout. Il faut ouvrir, parce que quand elle n'est pas sélectionnée Google, il faut récupérer une image. Donc voilà, vous avez
pu vérifier, vous avez pu découvrir que le motif que vous avez fait va pouvoir servir pour de la 3D, mais aussi pour du web, hein, fond de page web, évidemment. C'est une des manières de vérifier rapidement ce que ça donne. Plutôt que de faire une image très grande avec plein de pixels 9000 sur 9000 et remplir, vous pouvez exporter pour le web et vous voyez ce que ça donne. Donc, si tu n'as pas ta page web, c'est qu'au moment où tu as enregistré pour le web, à l'étape suivante, la boîte d'enregistrement, tu as sans doute oublié de demander ici format HTML et image. T'as fait ça, hein, pardon. Voilà.